C'est une question qui demande une vaste analyse et une réponse assez longue quant à l'ensemble du pays. Je préfère le terme de pays à nation. Le concept de nation, c'est le concept déjà pré-jacobin, c'est Lazare Carnot, le concept de nation. Bien sûr, le terme existait avant, mais la façon dont on pratique maintenant le mot nation rappelle trop l'abominable Révolution française et les sinistres opérations de Lazare Carnot et des autres génocidaires français. L'état de la France est sur un plan économique. Nous laisserons cela aux experts. Tous les experts s'entendent qu'elle est dans une situation assez catastrophique, mais je ne jugerai pas à la place de ceci. Sur le plan de la situation morale de la France, évidemment, il est des décisions des gouvernements, j'ai bien dit des gouvernements, qui ne sont pas très favorables à son avenir, à l'avenir de la France. Déjà, dans la majorité précédente, nous avions eu des dispositions assez malencontreuses. Dans la majorité actuelle, il y a une sorte d'accélération du phénomène qui devient quelque chose qui ressemble à de la provocation permanente. Ce sont des nouvelles lois, la loi pour les mariages libres, la loi qui est en train de se projeter sur l'interruption de la vie à travers des personnes trop âgées ou trop souffrantes. Il y a véritablement là quelque chose qui ressemble, il faut bien le dire, au régime que l'on a tellement détesté à juste titre, les régimes allemands de l'époque 30-40, car l'idée d'interrompre la vie des gens vient de ce régime national-socialiste. Je ne savais pas que le gouvernement actuel en était proche d'une façon ou d'une autre. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas s'en rapprocher plus que cela. Il y a ensuite la politique de la France, qui a une répercussion internationale sur sa situation intérieure. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, dont certaines très précises. Je ne parlerai pas de la catastrophique époque gaulliste, qui pour moi est une des pires que la France ait jamais connues. C'est un homme extraordinaire, que la France qui se vante tellement, la France actuelle, de ses principes de liberté, d'égalité, de fraternité, et accepté sous De Gaulle l'article 16, qui était l'article qui donnait au président tous les pouvoirs, dont celui de faire exécuter les gens comme il le souhaitait, en tant qu'il le souhaitait, et ça a été le cas, bien entendu, de ce tribunal voulu par lui et spécial, qui a fait exécuter les jeunes officiers les plus brillants de l'Académie, et les plus couronnés de médailles, les plus décorés de l'armée française. Bon, il y a des gestes que l'on n'oublie pas. Il y a aussi le geste que M. de Gaulle a commis en Algérie, et particulièrement vis-à-vis des harkis. Il y a plus de 100 000 harkis qui ont été livrés à leurs égorgeurs de façon criminelle, de façon qui aurait dû provoquer un soulèvement en France et l'exécution du criminel chef d'État qui a réussi certainement, et c'est la seule chose que je reconnais, c'est une très brillante intervention dans l'indépendance de la France par rapport aux États-Unis dans le cadre de l'OTAN. C'est bien la seule chose que j'admette chez lui de positif. Ceci dit, s'il l'a fait, c'était avec et pour la complicité qui existait entre De Gaulle et l'Union soviétique et le Parti communiste en particulier. Donc ça n'a rien de vertueux comme nous l'aurions souhaité, en tout cas. Bon, c'est l'abandon de l'Algérie. Je pense que l'Algérie devait un jour ou l'autre retrouver une autonomie puis une indépendance. Je le pense réellement. Et je pense que c'était souhaitable tant pour l'Algérie que pour la France. Mais pas dans ces conditions. C'est de ne pas livrer l'Algérie à ses pires égorgeurs alors qu'il y avait une élite algérienne qui était prête
à prendre une responsabilité de participation au pouvoir, puis d'autonomie totale du pouvoir, puis de souveraineté d'une Algérie nouvelle qui aurait été certainement très souhaitable pour la France. Ce n'est pas ce qui a été fait, c'est même l'inverse qui a été commis. Donc je souhaite qu'à partir de cela, on sache avoir des relations positives avec l'Algérie d'aujourd'hui, mais sans abandonner en aucune façon le souvenir de ce qui a été commis contre l'Algérie comme contre la France. Je parle toujours de l'indépendance dans les plus mauvaises conditions d'un pays qui avait, la France, momentanément gagné la guerre. Je répète encore que cette victoire n'était peut-être pas une victoire définitive et qu'il fallait passer peut-être à une autonomie, à partir d'une victoire reconnue. C'est trop tard, il y a maintenant des dizaines d'années de ce drame, nous n'allons pas revenir en arrière. Mais le gaullisme a sévi par la suite en France, indépendamment de la politique internationale. Il a sévi à travers les Chirac, à travers d'autres éléments. Il y a eu deux présidents qui ont indiscutablement présenté la France de façon assez noble. C'est le président Pompidou, d'une part, avec quelques premiers ministres de temps en temps intéressants, et c'est paradoxalement, et ça va peut-être vous surprendre, une certaine autorité de Mitterrand. Mitterrand avait un comportement très indépendant, avec lequel nous n'étions pas toujours d'accord, loin de là, mais il y avait une qualité d'intelligence exceptionnelle qui faisait que, en dehors peut-être le seul défaut que je lui ai trouvé en politique internationale, c'est une certaine participation dans le cadre de l'agression contre la Serbie, il y avait malgré tout une intelligence internationale très relevée par rapport à ses prédécesseurs et à ses successeurs. Donc je dirais que les deux, sous la Ve République, les deux présidents qui ont eu un comportement intéressant, avec lequel on n'est pas toujours d'accord mais intéressant, c'était Pompidou et c'était Mitterrand. Pour des raisons très différentes, comme vous pouvez bien supposer, et avec des objectifs complètement spécifiques à eux, mais qui marqueront l'histoire. Les autres pas. Quant au dernier, en date de l'ancienne présidence, M. Sarkozy a provoqué une guerre criminelle en Libye, qui a été véritablement voulue par lui pour des raisons qui lui sont très personnelles, mais qui a provoqué d'abord le total abandon de nos relations internationales avec tout le Nord et tout la Centrafrique, car Kadhafi pouvait nous paraître un peu original en France, mais là-bas, il était charismatique. Et son autorité dépassait la Libye, allait jusqu'au Mali, jusqu'à la Centrafrique, ce que nous voyons actuellement dans le désordre le plus total. Et nos soldats vont se faire tuer, se sont déjà fait tuer au Mali, quelques-uns d'entre eux, avec les armes que M. Sarkozy a livrées aux assassins. Pour la Libye, c'est très simple. Lorsqu'il a agressé la Libye, il a provoqué non seulement la déstabilisation de ce pays, mais il a provoqué aussi un phénomène d'injustice internationale scandaleuse, et il a provoqué aussi une situation aussi paradoxale qu'absurde. Cette situation absurde, c'était qu'à la même époque où tous les chefs d'État et gouvernement pleurnichaient sur le 11 septembre, à cause d'une sorte d'anniversaire du 11 septembre, on attaquait la Libye pour soutenir les cousins germains des provocateurs du 11 septembre, à Benghazi en particulier, qui était une minorité dans Benghazi, mais qui était une minorité agissante avec la complicité de certains pays comme le Qatar, comme les Émirats et d'autres. Il y a donc eu véritablement,
cette contradiction énorme de pouvoir prétendre critiquer le 11 septembre, nous le critiquions tous, mais de pouvoir soutenir les auteurs ou les cousins germains des auteurs du 11 septembre. Et nous voyons le résultat en Libye, une catastrophe totale, un désordre absolu, des morts en quantité, et surtout le fait qu'il n'y a plus d'autorité dans le pays, ce qui provoque effectivement une anarchie totale, sauf pour les compagnies pétrolières qui toutes ont été récupérées par les Américains, comme par hasard. On a vraiment l'impression que M. Sarkozy n'a réalisé cette action que pour complaire, en tant que, si j'ose dire, sorte de chien aboyeur, aux États-Unis. Ça, c'est pour la Libye. Alors maintenant, nous avons la Syrie. La Syrie est un pays que je connais bien, que je connais même très bien, et que j'aime énormément. C'est une société très intéressante, peut-être la plus cultivée de tout l'espace du nord du sud de la Méditerranée et du nord du Proche-Orient, disons. Et c'est un pays superbe, et c'est une population extraordinairement intéressante, très évoluée dans les traditions spécifiques qui sont les siennes. Évidemment, 3 religions s'imposaient au pays, les sunnites, les chiites et les alaouites. Mais c'était les alaouites qui certes étaient minoritaires, mais qui étaient soutenus dans le cadre d'un parti politique, le parti Baas, qui est un parti laïque, créé par Michel Aflaq, chrétien d'ailleurs alors, et qui a fondé ce parti Baas, qui a réussi à l'imposer à la Syrie d'abord, à l'Irak ensuite. Et ces 2 pays ont maintenu une tranquillité, une stabilité extraordinaire grâce à ce parti Baas, qui était laïque, comme je l'ai dit, et aussi à l'intelligence de la minorité alaouite qui s'était concentrée dans l'armée, donc s'imposait autoritairement au pays. Il y avait donc un sens démocratique par le parti Baas et autoritaire par l'armée alaouite. Et tout cela tenait admirablement bien, sauf peut-être un accident grave il y a une trentaine d'années, 28 ans, du temps de Hafez el-Assad, père de celui-ci. C'était la violente réplique à une tentative de coup d'État à Hama. Et là, il y a eu beaucoup de morts. Mais c'est tout. Quand on pense que maintenant on traite la Syrie et on traite le régime comme un régime de dictateur, un régime sanglant et sanguinaire, c'est tout de même extraordinaire le mensonge que l'on peut entendre dans la presse ou que l'on peut lire dans les journaux. Il y a tout simplement un pays attaqué par des agresseurs qui ne sont pas tellement soutenus par une opposition, certes, qui existait en Syrie, mais qui n'était pas du tout aussi violente que celle qu'elle est devenue. Et cette agression est composée peut-être de quelques éléments syriens, mais beaucoup plus d'éléments de Qatar, d'éléments des Émirats, d'éléments d'Arabie saoudite et d'autres mouvements totalement dans la lignée d'Al-Qaïda et autres structures parallèles à Al-Qaïda. Et on soutient, comme par hasard, ces gens-là, on les soutient, on voulait les financer, on les finance, de façon. Les États-Unis, l'Angleterre, la France financent énormément cette opposition qui est véritablement génocidaire, elle, qui est vraiment criminelle. On parle beaucoup des bombardements, certes, qui sont les solutions de défense du régime, mais on ne dit pas des atrocités que commettent cette supposée opposition. Des gens dépecés, découpés en morceaux, un malheureux boulanger qui a été brûlé, comme beaucoup d'autres, dans son four, enfin des horreurs. Bon. Mais on n'en parle pas, aussi peu que pas. Et on est en train, nos régimes actuels, européens, français, anglais, américains, de soutenir ces terroristes sous prétexte qu'ils feraient partie d'un mouvement d'indépendance qui correspondrait au printemps arabe.
Tu parles d'un printemps arabe. Le printemps arabe est un phénomène assez intéressant parce qu'il est monté de toutes pièces par des éléments qui ne sont pas arabes, et il est monté de toutes pièces de telle façon qu'il déstabilisait les pays qui pouvaient être concernés et pouvaient avoir une réaction face à l'imposition que certains États occidentaux veulent pratiquer là-bas. Nous savons tous que les États-Unis en particulier veulent modifier complètement les frontières du Proche-Orient et donc veulent déstabiliser ces pays pour bénéficier de frontières plus intéressantes pour le monde anglo-saxon. Et la France devient le caniche des anglo-saxons comme il l'était depuis maintenant trop longtemps. Alors, cette affaire syrienne est dramatique parce que c'est l'élément de stabilité de tout le Proche-Orient qui, évidemment, est totalement impliqué dans cette affaire. Et nous avons décidé, enfin les États ont décidé de soutenir les terroristes contre un État qui n'avait rien de sanguinaire, qui était autoritaire certes, mais qui n'avait rien de sanguinaire, qui avait été élu démocratiquement. Nous vivons vraiment une situation aberrante et je le regrette de tout mon cœur. Et je voudrais que la Syrie redevienne ce que j'ai connu, comme je l'ai connu avant et ce que je sais d'elle. Il y a la politique internationale du Proche-Orient, celle d'Afrique du Nord, qui devient aussi un peu déstabilisante actuellement, peut-être pas pour les mêmes raisons d'ailleurs. Et je pense que la France reste quand même un pays qui a cette position géographique exceptionnelle de contrôler d'une certaine façon l'Atlantique et la Méditerranée. Donc les pays occidentaux de l'Ouest, en tout cas de participer à leur évolution, et l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, auprès duquel nous avons été très longtemps très concernés. Nous avons eu toujours une politique, depuis François Ier, les échelles du Levant, et depuis, il y a toujours eu cette position de la France, quelquefois un peu guerrière du temps de Bonaparte, mais ça ne lui a pas réussi. Il a dû s'enfuir d'Égypte, très peu dignement d'ailleurs. Et je pense que depuis, on a toujours une politique d'attention. Même les gouvernements laïcs ont été soucieux des minorités chrétiennes du Proche-Orient. En Syrie en particulier, la minorité chrétienne qui est importante, mais qui n'est pas décideur ou décideuse, si elle est laminée comme c'était prévu, en éliminant les alaouites, car il y a un rapprochement certain entre les alaouites et les chrétiens, un rapprochement stratégique, pas idéologique mais stratégique, et la volonté des sunnites et celle des États-Unis était d'éliminer complètement ces positions historiques dans le pays. Donc nous sommes dans une position, la France, extraordinaire de pouvoir avoir des relations privilégiées avec l'Afrique du Nord en général et avec le Proche-Orient en particulier. Nous sacrifions totalement cette hypothèse de stratégie, en tout cas cette situation que nous connaissons, pour mieux nous appliquer à faire plaisir, à nous assimiler aux stratégies anglo-saxonnes en particulier. Et je trouve ça lamentable et digne de trahison. Écoutez, il paraît que nous sommes en crise. On nous parle beaucoup de la crise internationale, crise nationale. C'est indiscutable, il y a une crise. Mais pas pour tout le monde, pas pour les banques. Les banques n'ont jamais aussi bien vécu que pendant la crise. Alors on doit s'étonner pourquoi nous parlons de crise, de situation pessimiste, quasiment suicidaire financièrement, et voir que les banques se comportent avec une tranquillité, un confort absolu. Est-ce que c'est parce que ces banques vivent sur l'économie française ou vivent à travers des notions
de pressions internationales qui leur sont bénéficiaires. Je crains que ce ne soit la seconde raison, plus que la première, qui explique cette totale différence, ce contraste, cette rupture entre la crise en elle-même, que toute la société connaît, et les banques qui ne connaissent aucune crise que je sache. Quand je pense que le Crédit Lyonnais a été, sauf erreur de ma part, bénéficiaire de quelque chose comme 60 milliards dans les 4 dernières années, c'est quand même qui lui ont été accordés, c'est tout de même assez particulier. Et on se demande si c'est l'autorité française qui s'engage sur ce chemin, ou si c'est la soumission aux pays internationaux, aux nations extérieures à la France et aux pays qui nous sont proches ou lointains et auxquels nous avons décidé de nous impliquer complètement. Je crains que ce soit cette deuxième raison qui fait que l'on pousse des cris d'orfraie lorsqu'on parle de l'euro en général et de la situation de la monnaie française en particulier, et que si si nous abandonnions l'euro, je vois tous les supposés experts qui s'arrachent les cheveux, mais ce sont des experts qui sont demandés à la télévision française. Il y a beaucoup d'autres experts, beaucoup d'autres spécialistes d'économie qui seraient totalement en accord avec la rupture par rapport à l'euro. Et je pense que l'Angleterre ne vit pas si mal, que je sache, s'étant jamais impliquée dans l'euro, fort raisonnablement pour elle. Pourquoi ne pas revenir à cet exemple pour, même si ça peut commettre des secousses certaines, revenir à une économie beaucoup plus indépendante, autonome et souveraine. Je ne voudrais pas que l'on puisse concevoir ou que l'on puisse croire que je suis pour la politique du pire. La phrase est connue, la politique du pire, c'est la pire des politiques. Il n'en est pas moins vrai que nous le souhaitions ou pas, elle va intervenir. Et peut-être que si elle intervient, ce ne sera pas de notre fait, mais ce sera à partir d'une situation qui nous aura dépassé et qui aura dépassé les régimes au pouvoir. Je voudrais dire combien est importante, me paraît importante pour moi, une meilleure et plus juste autonomie des provinces. Et quand je dis les provinces, je ne parle pas des départements, ni des régions réinventées par M. Pasqua. Réinventées de façon totalement artificielle, pour ne pas dire absurde. Peut-être pas absurde pour tout le monde, mais totalement impraticable et totalement artificielle. Je crois que là, il faut que nous revenions au concept des provinces, pas seulement pour des raisons nostalgiques des provinces avant les départements, mais pour des raisons instinctives et naturelles. En France, les gens ne se disent pas de la Saône-et-Loire, ils se disent tout simplement de la province dans laquelle ils se sentent impliqués. Loir-et-Cher, ils ne disent pas ils sont de Loir-et-Cher, ils disent qu'ils sont de Touraine. Ils ne connaissent pas la PACA, ils connaissent la Provence ou d'autres régions proches. Il y a donc une espèce d'artifice qu'on a voulu inventer, déjà sous Bonaparte évidemment les départements, et ensuite sous Pasqua les régions, qui ne correspondent absolument pas à l'intérêt de la France ni des Français. Et je crois qu'il faut absolument revenir à la conscience de la province, pas seulement pour des raisons nostalgiques, je répète, mais pour des raisons tout simplement de l'instinct de nos concitoyens. Ils ont besoin de se reconsidérer dans une province qu'ils reconnaissent culturellement, qu'ils reconnaissent géographiquement, qu'ils reconnaissent historiquement. Et je pense que c'est la façon, en revenant à nos provinces, qu'ils prendront plus le sens de la responsabilité qui peut par la suite devenir un nouveau national. Mais c'est en reprenant la souveraineté d'une certaine façon de chaque province qu'on pourra réinventer une France équilibrée et justifiée.
Je n'ai jamais été convaincu de la valeur d'un parti politique ou des partis politiques. Je pense que le rôle du souverain, quand il y avait un souverain, était de découvrir lui-même ou à travers ses conseillers proches des individus qui correspondent à un sens de la responsabilité locale ou provinciale et qui pouvaient être élevés au rang d'intendant, comme vous le savez, le roi proposant un gouverneur. Et qu'entre l'intendant et le gouverneur, une communion se faisait pour l'intérêt de la province. Cet intérêt pour la province, pour la commune, pour la circonscription, qu'on appelle un cercle en Allemagne, mais c'est une circonscription. Bon. Tout cela, l'individu peut mieux être découvert, pour mieux se révéler. Et en le laissant se révéler, pouvoir le choisir, pouvoir le laisser s'imposer pour l'intérêt de la commune, de la ville, de la circonscription, de la province, et plus tard, pourquoi pas, de la nation. Il y a donc véritablement cette recherche de l'individu qui est intéressante par tous les systèmes pyramidaux, parce qu'on ne peut pas découvrir tout le monde soi-même, par les systèmes pyramidaux, mais indiscutablement, c'est l'individu qui nous intéresse, ce n'est pas un parti totalement conditionné à des intérêts qui ne correspondent plus à personne ni à l'État lui-même. Eh bien, on voit un mouvement assez intéressant, ce mouvement des bonnets rouges. Eh bien, c'est très intéressant, les bonnets rouges, parce que c'est une réaction instinctive d'une population qui veut se défendre, et pas seulement pour des raisons professionnelles, il y avait aussi évidemment des raisons professionnelles, mais pas seulement. Et c'est un mouvement authentiquement populaire, authentiquement provincial au départ, et qui se répand dans toute la France par la suite, mais qui était breton d'abord au début. Et c'est un mouvement qui n'a pas été soutenu par les syndicats, ni par les partis politiques. C'est donc un mouvement totalement autonome et totalement relevant totalement à la fois de l'instinct et du raisonnement des individus qui le composent. Je pense que il y a très peu d'occasions où nous avons vu dans l'histoire contemporaine de la France un mouvement aussi indépendant, aussi qui a le sens du mouvement populaire qui peut amener à une révolution qui serait positive, celle-ci. Absolument. Et ça, c'est très intéressant parce que nous avons peut-être besoin de mouvements de ce type en France. Évidemment, lorsqu'ils ne seront pas récupérés ou manipulés par des partis ou par des intérêts, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je voulais dire combien il est important pour nous de pouvoir connaître les personnes qui nous reçoivent dans chacune de ces provinces, et particulièrement dans cette province ici, qui correspond quand même à la Provence, que je sache. Et je suis très reconnaissant des contacts que j'ai eus avec Madame Boiscot, qui a eu la gentillesse de me recevoir et de me faire connaître ses amis, et avec le clergé, qui nous a reçus remarquablement bien à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, hier, pour une messe en souvenir du roi Louis XVI. Je pense que la lecture du testament de Louis XVI était une leçon politique extraordinaire, et d'autant plus sublime qu'il n'a été inspiré que par la religion et l'intelligence, et que personne n'a pu lui souffler son texte étant seul dans la tour du temple. C'est un texte admirable et qui est une grande leçon de foi et d'intelligence politique. Je suis heureux d'avoir participé à cet anniversaire de la mort de Louis XVI en Provence, ici, dans cette région qui a gardé tant de traditions et tellement le sens de l'histoire. Monseigneur, bien chers abbés, mais bien chers frères, pour clore cette cérémonie d'aujourd'hui, il nous reste à lire le testament de Louis XVI, le roi très chrétien. Au nom de la très sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui 25e jour de décembre 1792,
moi, Louis XVIe du nom roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause de la passion des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser. Je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur, et je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins tous, en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous l'enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou à ceux à qui j'aurais pu donner de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang, ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, et de leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants, et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu qui doit marcher avant tout,
de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux et en mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas maître de soi, et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté des gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux et à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly et Hue, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi, Cléry, des soins duquel j'ai tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie messieurs de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi.